magazine pluriel. Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Deuxième jour aujourd'hui à Kara du séminaire gouvernemental. Les travaux présidés par le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé portent sur la feuille de route 2020-2025 et les 10 actions prioritaires définies en juillet dernier. Le sida a nettement baissé au Togo. C'est l'une des conclusions hier du Conseil national de lutte contre le sida. Les échanges en cours s'inscrivent dans le cadre de la journée mondiale de cette maladie qui sera célébrée mercredi prochain. Au Burkina Faso, l'opposition et une partie de la société civile ont maintenu leur appel à marcher aujourd'hui. C'est une initiative de la paix et contre la politique sécuritaire du gouvernement. Invité de ce samedi pluriel, Sena Alouka, il est directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. L'entretien porte sur les conclusions de la COP26, l'état de la gestion de l'environnement au Togo et les 20 ans de lutte contre le réchauffement climatique, lutte menée par la JVE. Et puis les échos du palais, les sports et la revue de presse complètent cette édition. Tout d'abord, activité du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, préside depuis hier un séminaire gouvernemental à Kara. Les 10 points prioritaires définis en juillet dernier lors du premier séminaire font objet d'échanges. Emmanuel Amegblamé. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a ouvert hier à Kara les travaux du deuxième séminaire gouvernemental de l'année 2021. L'objectif de la rencontre prévue pour durer 2 jours est de faire le point sur le niveau d'avancement de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et principalement les progrès réalisés sur les 10 actions prioritaires définies lors du dernier séminaire gouvernemental des 26 et 27 juillet 2021 tenu dans la même ville. Sont retenus pour le compte des actions prioritaires plusieurs projets, notamment la mise en place de la couverture santé universelle, l'augmentation de l'accès et à l'assainissement, la construction de logements, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement de 10 communes et la digitalisation des services publics de l'administration. À l'ouverture des travaux, le chef de l'État a rappelé l'objectif de la présente rencontre, appelé à faire l'état des lieux avec un focus sur les secteurs de l'eau, la santé, des logements et des infrastructures sociales. Il a évoqué la crise sanitaire qui a contribué à faire grandir les besoins dans tous les secteurs et les attentes des populations. Au regard de tout ceci, a-t-il ajouté, une évaluation claire et sincère s'impose pour identifier les avancées, les difficultés et les apprentissages. Quand on connaît l'attachement du président de la République à la bonne exécution de ses projets prioritaires pour satisfaire les attentes et les besoins des populations, l'on ne peut qu'apprécier l'utilité de ces rencontres de haut niveau au cours desquelles les différents chantiers menés sont passés en revue et au peigne fin. Le but de l'exercice est de renforcer le dispositif de la mise en œuvre des projets en relevant les bonnes pratiques, les difficultés et tous les autres goulots d'étranglement dans leur exécution. Une fois les difficultés identifiées, des solutions seront préconisées pour un aboutissement heureux des projets. Construire autour de la vision un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. La feuille de route lancée en octobre 2020 se décline en axes stratégiques et comprend un portefeuille de 42 projets et réformes prioritaires. Sa mise en œuvre se poursuit avec près de 61% des projets et réformes ayant entamé la phase d'implémentation. Également à l'ordre du jour de ce séminaire gouvernemental, des échanges thématiques entre les participants avec l'appui de plusieurs experts sur les grands enjeux de l'heure. Au nombre de ces enjeux, la conjoncture économique post-Covid. Après avoir fait montre d'une résilience très appréciée face à la pandémie, le Togo porte aujourd'hui toute son attention sur la relance des activités économiques pour atteindre un taux de croissance prévu à 6,1% en 2022. La transition écologique et le contexte sécuritaire sont également au menu des échanges.
Voilà, nous continuons ce journal par l'examen périodique universel. Le mécanisme était au centre des discussions hier à l'Assemblée nationale. Les différentes modalités de fonctionnement de cet examen et les étapes de son processus ont été éclaircies lors d'une session d'information avec la CNDH et ses partenaires. Geneviève Pognon. Après les ambassadeurs accrédités au Togo, c'est le tour des parlementaires de s'informer du mécanisme de l'examen périodique universel. Il s'agit d'outiller les élus du peuple chargés de mettre en place des cadres juridiques, des principes relatifs aux droits de l'homme. Narguise Arupova, directrice du programme de l'ONG UPR Info, partenaire de la CNDH. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'EPU, 90% des recommandations nécessitent une action parlementaire direct. Par exemple, faire une loi, créer un budget pour mettre une certaine recommandation. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de les engager, c'est de susciter un intérêt pour s'engager dans l'EPU. C'est d'abord présenter les particularités de l'EPU, de créer un certain attrait à l'EPU pour dire que voilà, ils peuvent, via ce mécanisme, faire avancer les choses au Togo. Ce qu'on attend d'eux, c'est être attentif à la session et de s'engager pleinement dans l'EPU, c'est de suivre l'exercice. Cette session de formation a été bien accueillie par les députés. Ils réaffirment leur disponibilité à accompagner le processus de l'examen périodique universel pour l'édification de la démocratie au Togo. Hunake Akakbokosi, vice-président de la Commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. C'est un exercice permanent pour évaluer les progrès qui sont faits par les États sur la protection et la promotion des droits de l'homme. Le Togo n'en est pas à son premier exercice. Et nous attendons après cet atelier de sortir plus formés à faire promouvoir ces droits de l'homme dans notre pays pour le bonheur de tout le monde. L'Assemblée nationale, avec son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et au travers de la Commission permanente des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, est disponible à accompagner le gouvernement togolais et à faire ratifier et faire appliquer tous les tests en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Pour le président par intérim de la CNDH, Yaovi Sronvi, cette rencontre a été initiée pour rappeler aux parlementaires leur rôle dans la promotion et la protection des droits de l'homme au Togo. Actualité nationale toujours, le Conseil national de lutte contre le sida, CNLS, appelle à mettre fin aux inégalités et aux pandémies. Ce message intervient à une semaine de la célébration de la journée mondiale du sida. Le CNLS était face à la presse hier. Aimé Sougliman. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. C'est le thème choisi pour cette année. Le choix du thème se justifie par la stigmatisation et la discrimination souvent portée envers les personnes séropositives. Cela fait aussi lien à la pandémie actuelle de la Covid-19. Prof Vincent Pitié, coordonnateur national de lutte contre le sida au Togo. Le thème est issu de la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida élaborée par le sida pour l'année 2021-2026 parce qu'au niveau international, on s'est rendu compte que si on veut accélérer le pas pour éliminer le sida dans le cadre de l'ODD en 2030, il faut réduire les inégalités en termes de genre, en termes de droits, en termes d'accès aux services pour pouvoir arriver à la fin de l'épidémie. La pandémie de la Covid a impacté la plupart des secteurs, notamment la santé, le VIH. Évidemment, tout le monde est content que le sida ne tue plus parce que pourquoi le sida ne tue plus, c'est à cause de l'accès aux médicaments antirétroviraux, il faut le dire. D'un taux de prévalence de 2%, le Togo a réduit à 52% des décès liés au sida et 55% des nouvelles infections ces 10 dernières années. 4,20% des personnes infectées sont sous traitement. Cependant, l'objectif 90-90-90 fixé par l'ONU-SIDA en 2010 n'est toujours pas atteint. En termes de 3,90 qui étaient prévus, nous sommes à 13% pour le premier 90 à la fin 2020, 95% pour le second 90 et 84% pour le troisième 90. Et au Togo, on est à une prévalence estimée en 2020 de 2%, ce qui fait une prévalence assez stable, même avec une réduction de nouvelles infections entre 2010 et 2020. Et grâce à l'accès aux antirétroviraux, il y a une réduction du nombre de décès en 10 ans. D'une manière globale, la maladie du sida a nettement baissé au cours de cette dernière décennie. Néanmoins, les régions comme l'Afrique centrale, l'Europe de l'Est et l'Asie du Sud-Ouest font toujours cas des inquiétudes. Le prochain cap est fixé sur 2030 avec l'objectif des 3,95, comme l'explique le directeur de l'ONU-SIDA au Togo, Eric Verschuren. On est quand même en train de diminuer sérieusement le nombre de nouvelles infections, le nombre de décès liés au VIH. Malheureusement pour les deux, on avait fixé un objectif de réduire de 75% le nombre de nouvelles infections et le nombre de décès par rapport aux chiffres de 2010. On n'a pas atteint ce chiffre un peu partout dans le monde parce qu'on a 3 visions, donc 0 nouvelle infection,
0 décès liés au VIH. Le troisième 0, c'est le 0 stigma et discrimination. Et là, on est encore beaucoup plus loin d'atteindre ce vrai résultat. La journée mondiale de lutte contre le sida a été instituée lors du sommet des ministres de la Santé en 1988. Le temps des magazines. Poursuivons donc ce journal avec ce magazine sur la canne blanche. Son origine et son utilité pour les personnes non-voyantes sont développées ici par Charlotte Aha. Dans le souci de venir en aide aux personnes non-voyantes ou malvoyantes, une canne blanche a été inventée et mise à leur disposition. Elle leur est d'une grande utilité. Dr Badakou Maurice, formateur pédagogique, enseignant spécialisé. La canne blanche, c'est un outil d'orientation mobilité pour une personne handicapée visuelle. Ça sert à deux choses. D'abord, à identifier son porteur et à assurer aussi la non-existence d'obstacles dans son déplacement. Et maintenant, la personne handicapée qui tient cette canne, c'est comme la lumière et ça sert à voir et puis en même temps à se faire voir. L'environnement est organisé par les voyants. Alors une fois que vous le voyez, vous pourrez prendre les dispositions pour dégager les obstacles devant lui ou bien l'approcher et lui proposer votre assistance pour pouvoir l'orienter. L'arrivée de cet outil a considérablement amélioré les conditions de vie des personnes handicapées visuelles. Asia Kesseyao Emmanuel, premier vice-président de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Lorsque la canne n'existait pas, les personnes handicapées visuelles ne se déplaçaient pas de façon autonome. Il faisait toujours référence à l'aide d'une tierce personne. Vous prenez l'exemple d'un monsieur qui est vieux. Il n'a pas de canne blanche. Il a toujours l'aide de ses enfants pour aller à la douche et pour aller également dans les petites promenades et revenir. Mais tout d'un coup, les enfants-là peuvent en un temps donné être fatigués et ne peuvent plus d'une manière ou d'une autre prêter cette aide-là régulièrement à leurs parents. Et ça arrive. Mais avec la canne blanche, le vieux peut de façon autonome se déplacer et aller revenir. Madame Guili d'Herbemonde a fait sa part en créant la canne blanche. À nous maintenant d'apporter notre soutien à ces personnes pour qu'elles se sentent aimées et intégrées dans la société. Autre magazine, les jeux vidéo, ils sont diversement appréciés. C'est ce qui ressort d'une tournée de Hervé et Abdelemo sur le sujet. Les jeux vidéo, depuis leur avènement en 1972, occupent la vie de ses adeptes. Diverses raisons poussent enfants, jeunes et adultes à s'y intéresser. Nous venons ici pour gagner un peu d'argent en faisant Konami. On mise entre nous l'argent là. Si c'est 100 francs, 100 francs, qui va gagner va prendre l'argent. Pour d'autres, c'est la distraction. Nathaniel est élève en classe de 3e. J'appelle mes amis, on fait des compétitions. Ça me prend 20 minutes. Je dépense 300 pour le football. En fait, pour me faire plaisir, pour me distraire. La rentabilité et la distraction n'intéressent guère Pélagie, mère de famille. Elle pense que ces jeux troublent l'éducation des enfants. Il y a de ces enfants-là, lorsqu'on leur remet l'argent du petit déjeuner, ils vont dans les vidéoclubs pour jouer Konami à des jeux PS. Ils reviennent à la maison sans manger. Donc, c'est pas très intéressant, quoi, parce que il n'y a pas un suivi là-bas. Roger, père de famille, estime que des parties du jeu vidéo développent l'esprit. Il y a des choses qui se passent dans la vie et on illustre ça par des jeux vidéo. Donc, les jeux vidéo, c'est comme dictionnaire de la vie qui nous donne quelques exemples pour pouvoir mieux se conduire dans la vie. C'est des jeux qui ouvrent l'esprit. Les jeux vidéo sont bénéfiques mais présentent des inconvénients dont l'addiction reconnue par l'OMS. Dr Degboe Zinsou, psychologue au CHU Campus. Ceux qui en font un métier sur le plan psychologique, ça permet à certains de développer des capacités intellectuelles. Il y a des inconvénients liés à la pratique des jeux vidéo. Le tout premier, c'est un trouble mental que nous appelons l'addiction comportementale. L'abus de toute chose est nuisible. C'est vraiment de limiter le temps d'exposition aux jeux vidéo chez les adolescents. Il est donc conseillé de ne pas s'y adonner trop souvent pour ne pas dégrader sa vie et sa santé. La science recommande de les jouer au-delà de 12 ans. Ce communiqué, pour terminer, la page nationale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile porte à la connaissance du public que la date limite de dépôt des dossiers de candidature pour le prochain concours direct de recrutement de fonctionnaires de police précédemment fixé au 26 novembre 2021
est repoussé au 3 décembre 2021 à 17h. Il rappelle également que les dossiers des candidats non titulaires de carte nationale d'identité, mais ayant déjà fait des demandes de délivrance des dites pièces auprès des services de police, sont recevables sur présentation de la quittance attestant de cette demande. La page internationale, d'abord au Burkina Faso, malgré la suspension de l'Internet mobile et l'interdiction de manifester, actualité sur le continent africain, Covid-19 en Afrique du Sud, la révélation de la présence d'un nouveau variant Omicron a provoqué une onde de choc mondial. Une centaine de cas ont été recensés dans ce pays arc-en-ciel, mais l'origine du variant reste inconnue. Et pourtant, les pays du monde entier ferment leurs frontières à l'Afrique du Sud et à plusieurs pays d'Afrique australe. L'Afrique du Sud se sent donc lâchée après avoir fait ces révélations. Cependant, un premier cas suspect de ce variant Omicron a été détecté en Allemagne chez une personne récemment rentrée d'Afrique du Sud. Ce nouveau variant du coronavirus détecté pour la première fois jeudi en Afrique du Sud est jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Écho du palais sans transition, le nommé Nakoti, accusé de viol sur Dame Marie, a été condamné à 20 ans de prison ferme. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Dans la journée du vendredi 26 août 2016, Dame Marie rentrait du champ quand elle a croisé le jeune Nakoti. Elle poursuivait son chemin lorsque ce dernier lui asséna de derrière un violent coup de bâton qui la fit tomber. Nakoti se jeta alors sur elle et sous la menace d'un couteau, lui imposa des rapports sexuels jusqu'à éjaculer sur ses fesses. Il la dépouilla en outre de la somme de 1000 francs CFA qu'elle avait sur elle avant de prendre la clé des champs en abandonnant la victime sur les lieux. Dame Marie ne tarda pas à porter plainte contre Nakoti qui sera interpellé et déféré au parquet du tribunal de première instance de Mongo où une information a été ouverte contre lui pour le crime de viol. Tant en enquête préliminaire que devant le juge d'instruction, l'inculpé n'a pas reconnu les faits, bien qu'il fût formellement identifié par la victime lors de l'agression sexuelle par son teint noir avec des balafres au visage et par son organe génital incirconcis. Mais lors de son audition devant la chambre d'accusation, il a fini par avouer qu'il a réellement commis les faits de viol à lui reprocher. Les renseignements recueillis sur la personnalité de l'inculpé lui sont en général défavorables. Célibataire et père de 2 enfants, Nakoti est reconnu par son entourage comme étant un jeune de mauvaise conduite qui n'aime ni les reproches ni les conseils qu'on lui donne. Il a la mauvaise réputation d'être aussi bien un obsédé sexuel, fréquentant les marchés et les débits de boissons. Un délinquant invétéré selon les témoignages et de nombreux séjours en milieu carcéral. Et justement, le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire porte mention de plusieurs condamnations. Les faits ainsi déclarés étant punis par les articles 2011 et 2015 du nouveau code pénal, le sieur Nakoti a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. Voilà, c'est le temps de l'inviter. Nous recevons M. Sena Alouka. Il est directeur exécutif de JVE. M. Sena, bonjour. Bonjour Théophile, bonjour toute la population togolaise. Vous étiez à Glasgow pour la conférence COP26. Que retenir de ce rendez-vous international? Merci beaucoup de l'opportunité en ce moment important pour la vie de notre organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Ça fait plaisir de revenir à la maison, la radio mère. Et Glasgow, ce fut un moment assez intéressant où on a revu un peu toute la famille des activistes, ceux qui luttent pour que une planète meilleure puisse arriver bientôt, afin que puisse émerger également une société plus responsable. Mais à la fin de la conférence de Glasgow, qui a été d'ailleurs repoussée à cause de la pandémie de Covid-19, eh bien, les résultats sont plutôt mitigés.
Nous étions partis à Glasgow avec 3 grands enjeux, avec 3 grandes demandes, avec 3 grandes doléances. Quand je dis nous, je parle essentiellement de nous, Africains vulnérables, ne contribuant presque pas au dérèglement climatique. Les enjeux sont le financement. On nous a promis 100 milliards à Copenhague, à la COP 15. Jusqu'à aujourd'hui, mon cher, selon les derniers chiffres de l'OCDE, nous sommes à environ 70 millions. Ça veut dire qu'il y a 30 milliards de dollars qui manquent à l'appel. Deuxième enjeu, c'est la question des ambitions. C'est-à-dire qu'on a demandé à tous les États de pouvoir réduire leurs émissions afin que nous puissions limiter l'augmentation en moyenne de la température à 1,5 degré Celsius. Si on ne peut pas atteindre 1,5, au moins qu'on mette le cap sur 2 degrés. Alors, tous les pays ont élaboré ce qu'on appelle leur contribution déterminée au niveau national, c'est-à-dire leur document d'engagement. Et le total nous dit que nous allons assister à une augmentation de près de 16% par rapport à leur niveau de 2010, alors que dans l'accord de Paris, il faut réduire les émissions de 45%. Donc, vraiment, ce n'était pas gagné. Et puis le troisième, c'est la question des pertes et préjudices. Qui va payer pour les inondations, les catastrophes, les sécheresses? Donc, on voulait une nouvelle facilité de financement. On n'a pas eu ça. Alors, in fine, qu'est-ce qu'on a eu à Glasgow? On a eu, quelques promesses, comme d'habitude. On a eu quelques petits progrès. On a mentionné pour la première fois la question de la fin de l'énergie, des énergies fossiles. Et puis, on a dit, écoutez, dorénavant, quand on a un financement en Afrique, la moitié va aller à l'atténuation, la moitié va aller à l'adaptation. Alors, pour dire simple et clair que, c'est le business as usual, passé, il n'y a rien à voir. Voilà, et donc vous êtes revenu déçu ou satisfait? Mitigé, parce que quand vous demandez à 120 personnes de vous trouver une femme, mon cher, vous finirez célibataire. Voilà 120, 140 pays qui sont en train de négocier sur des sujets de 120 thématiques différentes. Donc, ce n'est pas évident de parvenir à un accord. Le multilatéralisme demeure le meilleur endroit. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que les grands débats autour des enjeux du monde soient seulement inscrits à l'agenda du G20, G7. Donc, quand l'ONU se retrouve pour discuter des enjeux du monde, oui, il faut être d'accord, quels que soient les résultats, c'est la communauté mondiale, c'est l'universalisme qui gagne. Donc ça, c'est OK. Mais au-delà de ça, est-ce que face à l'urgence climatique, on a pris des décisions pour démontrer que nous sommes conscients que très bientôt, la température mondiale va augmenter de près de 2, 3, 4 degrés? Eh bien non. Voilà, on est allé danser, on s'est partagé un peu de per diem, on a un peu joué dans les rues de Glasgow, et puis on est revenu presque bredouille pour le continent africain. C'est pour ça justement que nous, en tant qu'activistes militants de la cause environnementale, nous demandons parfois même qu'il faut mettre un terme, n'est-ce pas, à ces réunions-là. Donc la perspective, vous n'êtes pas chaud pour une quelconque conférence sur le COP? En fait, il faut toujours continuer à dialoguer, il faut discuter, il faut se retrouver, il faut échanger. Et c'est d'ailleurs ça le symbole. Actuellement se tient à Cara, n'est-ce pas, le séminaire gouvernemental. Pourquoi? Parce qu'il faut que le gouvernement discute, il faut dialoguer, il faut faire une sorte de trading balance entre le ministre de l'Environnement, que voulez-vous? Le ministre de l'Économie voulait quoi? L'industrie voulait construire un nouveau port, les gars de l'agriculture, donc il faut arriver à trouver des compromis. Oui, donc il faut toujours continuer à dialoguer. Pour ça, c'est gagné. Mais au-delà de ça, il faut des décisions ambitieuses. Après près de 30 ans de négociations, on est arrivé à se mettre d'accord sur l'accord de Paris qui dit, les gars, il faut arriver à limiter l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre à 1,5 degré Celsius. On dit, tout le monde, allez à la maison, dites-nous comment vous allez, quels sont vos engagements. Et on fait la somme de ces engagements, on se retrouve à une augmentation de près de 16%. Donc ça veut dire que le compte n'est pas bon. C'est en cela justement qu'en route vers la prochaine COP qui se déroule en Égypte, à Sharm el-Sheikh, la COP 27, il va falloir absolument prendre toutes les mesures pour que cette COP qui va être africaine prenne des mesures essentielles, les mesures pour que nous puissions avoir le financement pour soutenir le petit paysan d'Amlamé, le pêcheur de Katanga, mais également le cotonnier qui est à Kabou, au-delà du financement, qu'on puisse mettre en place des facilités pour que, en cas de catastrophe, quand le fleuve Zio sort de son lit, sans doute à cause du changement climatique, et que les gens soient inondés, qu'on puisse payer, que l'État togolais ait les moyens pour sauver ces personnes-là. Mais aussi et surtout que chaque pays puisse réduire ses émissions. Le Togo a fait un pas formidable. Le Togo a dit, je réduis mes émissions de 30%, ce qui est un cas exceptionnel. Bravo au Togo. Il faut que tous les pays fassent comme notre pays. Voilà. Et donc notre pays était à ce rendez-vous international, la COP26 à Glasgow. Le ministre de l'Environnement a même fait le point. Alors, et donc vous, personnellement, quel est votre regard sur la gestion de l'environnement au Togo? Il faut avouer que le Togo fait face, comme tous les autres pays, à des enjeux très forts. Je parle de la crise ABCDE. La crise A, c'est la crise alimentaire. Ce que nous mangeons, est-ce qu'elle est suave? Est-ce qu'elle est nutritive? Eh bien non. Et il arrive que malgré
qu'il y a quand même des quantités de nourriture dans les stocks de l'ANSAT, des Togolais dorment aussi les ventres vides. Et pire, ce que nous mangeons, c'est que justement, je ne dirais pas du ramassis, mais quand même beaucoup de toxicité. On l'a vu dans les tomates la dernière fois, que ça contient des doses inacceptables de plomb et d'autres produits chimiques. Au-delà de la crise alimentaire, il y a la crise de la biodiversité. Nous perdons chaque année près de 16 000 hectares de forêt, des animaux disparaissent sous nos sols, les insectes disparaissent, et cela menace même l'existence de la vie dans ce formidable pays qu'on appelle le Togo. Et puis la crise climatique, les perturbations, les changements, les balancements de précipitations, les vagues de chaleur qu'on voit ici par là. Donc ces crises climatiques également menacent le Togo. La désertification, nos sols ne sont plus fertiles. Et puis le E, c'est la crise énergétique, avec aujourd'hui près de 75% de la population rurale qui vit encore dans l'obscurité au Togo. Donc il y a ces enjeux ABCDE, ces crises ABCDE au Togo qu'il faut absolument résoudre. Et je vois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, avec notamment la promotion des centrales solaires. On félicite beaucoup le gouvernement pour cela, avec des efforts de reboisement, 1 milliard d'arbres d'ici 2030, c'est formidable. Des projets qui émergent ici et là, mais je pense qu'il reste quand même des enjeux importants sur lesquels nous attendons encore le gouvernement. La question de l'érosion côtière, il faut que sur le budget de l'État, le Togo s'attelle vraiment à régler la question de la crise de l'érosion côtière. La mer bouffe 10 mètres de nos côtes chaque année, c'est inacceptable. La question de la déforestation, chaque jour on voit des camions transportant des charbons qui viennent. Oui, on fait comme si de rien n'était. Nos études récentes montrent que d'ici 2025, nous allons commencer par importer du charbon d'ailleurs. Donc il y a ces éléments sur lesquels nous attendons l'État, mais surtout, et pour terminer, la question de l'éducation environnementale, la participation citoyenne. L'article 41 dit que chaque citoyen doit vivre dans un environnement sain, c'est un droit, mais cela s'accompagne de devoir à l'État d'apprendre aux citoyens ces devoirs, comment mieux protéger l'environnement, comment gérer les déchets, etc. Donc voilà ces éléments. Mais globalement, on peut dire qu'on fait beaucoup d'efforts dans ce pays. Donc les efforts sont en cours. Et donc vous, votre organisation, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, célèbre ses 20 ans d'existence. Alors, vous dressez un bref bilan du parcours. Bon, il faut avouer quand même que 20 ans, c'est pas petit. Je me tiens ici comme vous et moi. Les auditeurs de la belle Radio Le Mai nous écoutent, mais oubliant qu'il y a derrière vous beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre. C'est l'histoire aussi de JVE. On nous connaît, on me connaît, mais derrière moi, c'est quand même une brave armée, des jeunes militants très engagés qui, pendant 20 ans, ont cru à la cause. Tout est parti du petit village de Kbele-Chikon. Je salue au passage le village de Kbele-Chikon, Mietobi Fonyorea. Je salue les gens de mon village. C'est de là-bas que partit cette petite initiative d'un petit feu de brousse en l'an 2000-2001. Et paf, cette petite flamme, nous l'avons transformée à quelque chose de formidable. Aujourd'hui, qui est devenu pas une ONG, mais un mouvement qui a embrassé toute une génération. On a formé des millions de jeunes. On a permis à au moins 50 000 membres de prendre position qui sont nos membres. On a essayé de créer JVE dans près de 28 pays en Afrique et 2 en dehors de l'Afrique, faisant de JVE aujourd'hui le plus grand mouvement environnemental de jeunesse qui existe en Afrique. Et on dirait même la plus grande ONG, c'est-à-dire que jamais avant nous, personne n'a créé une ONG pour l'amener dans autant de pays ODA. Mais ce n'est pas une question de l'espace géographique qui compte, c'est l'impact sur le terrain. Nous avons travaillé avec l'État, nous collaborons avec les collectivités, nous avons permis à des citoyens d'avoir accès à l'eau, nous avons amené la question de l'éducation environnementale à un niveau important. L'État nous fait confiance et grâce au fonds que nous avons pu amener au Togo par nos recherches de financement, nous avons donné de l'emploi à beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui se retrouvent dans les organisations internationales grâce à l'action de JVE. Et donc chaque jour qui passe, nous sommes très contents que dans les villages, eh bien, nous avons permis, aux côtés de l'État, d'améliorer les conditions de vie. Et c'est ce que nous avons tiré comme conclusion. Mais le mieux, c'est que nous avons tissé une toile formidable. Il y a, figurez-vous, Théophile, des bébés JVE, donc des jeunes qui sont arrivés à se trouver de très belles femmes. Il y a des gens qui ont arrivé à créer des entreprises. Il y a des gens qui ont arrivé à trouver leur destin. Voilà, JVE, c'est 20 ans de bonne histoire, d'une formidable aventure. Mais le grand merci revient à nos membres, à nos sponsors, mais aussi à l'État togolais qui a créé tout le cadre nécessaire pour cela. Est-ce qu'il y a des défis pour JVE? Oui, les défis essentiels, c'est comment consolider les acquis. Comment s'assurer que nos interventions dans les montagnes, dans les plateaux de Kara, dans la plaine de Meaux, comment arriver à consolider ces acquis-là pour qu'on ne puisse pas dire, bon, on a planté 1000 hectares, on retourne 10 ans après, il n'y a plus rien. Accentuer la question de l'éducation à l'environnement. Nous l'avons très bien commencé, on l'a laissé entre-temps, il faut revenir sur la question de l'éducation à l'environnement. Le défi de l'organisation, comment au bout de 20 ans, les organisations, c'est comme des enfants, c'est comme des hommes. Bon, ça naît, ça grandit, et puis à un moment donné, ça commence par péricliter. Oui, j'y veux arriver également à ce tournant, à ce carrefour, où il faut absolument revoir les termes, revisiter nos statuts, nos
document et voir comment ensemble refonder l'organisation face aux nouveaux enjeux auxquels nous faisons face. En 2001, quand je dis alors nettoyer, on était venu ici nettoyer Radio Lomé en 2005. J'ai dit nettoyer Radio Lomé, TVT, les jeunes sont venus spontanément. Demain, tu lances le même appel, tu ne trouves pas les jeunes. Parce que les conditions de vie des jeunes ont changé. Donc nous devons également nous organiser en fonction de ça. Et puis, comme je le disais tantôt, il y a de grands enjeux aujourd'hui autour desquels JVE doit pouvoir se positionner. L'État n'arrive pas tout seul à gérer ces questions je prends le cas de l'évasion fiscale, le cas des injustices, le cas de la pollution, le cas de l'alimentation, de la souveraineté alimentaire. JVE doit également se positionner aux côtés de l'État pour adresser ces questions qui sont des questions toutefois souveraines, mais aussi citoyennes. Et puis, bien entendu, il faut demain, JVE doit pouvoir se positionner comme une agence, une force de proposition pour être aux côtés des États, de l'Union africaine, de l'ONU, pour un peu porter la voix, amplifier la voix des citoyens. Et pour cela, ça demande une profonde restructuration. Mais dernier point, je me réjouis que le gouvernement est à Accra actuellement. Monsieur le ministre, monsieur le président, madame la première ministre, bonjour à vous. Ça fait 20 ans que nous sommes là. Nous sommes très contents de tout l'accueil, tout l'accompagnement du gouvernement togolais. Nous sommes dans 28 pays. Nous sommes la plus grande ONG qui est. Ça fait peut-être 10 ans que nous sommes à la recherche d'une reconnaissance internationale de JVE. Une reconnaissance officielle, comme quoi JVE est parti de Togo et est reconnu par le gouvernement togolais comme une relation internationale. C'est vrai que les lois au Togo ne le permettent pas aisément, mais je sais que par la magnanimité du chef de l'État, cela est possible. Donc nous lançons grand cet appel pour que la dimension internationale de JVE soit reconnue. Ça nous permettra de pouvoir avoir accès à un certain nombre de financements, mobiliser davantage de ressources et faire avancer la feuille de route du gouvernement aussi. Alors, est-ce qu'il y a des activités au programme des 20 ans d'existence? Oui, déjà, la semaine dernière, nous avons lancé l'événement en présence de plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, etc. Nous avons lancé l'événement en présence de nos membres, des anciens présidents. Il faut avouer que JVE se targue la joie de dire qu'il a 7 présidents en vie, donc les présidents des conseils d'administration. Il y avait 4 présidents qui étaient là. Donc, c'était dans la joie qu'on a fait un petit récapitulatif de ce que nous avons fait sur les 20 ans. Donc, au-delà de ce lancement qui s'est déroulé le 23 novembre, jour anniversaire, et il y a également un marathon populaire. Donc, en fonction de la pandémie, nous allons organiser des petites courses un peu dans les villages, mais également à Lomé, pour mettre les jeunes sur la rue et accentuer cette question de l'engagement citoyen en faveur de la cause climatique. Et puis, il y a un dîner ouvert. Je vous inviterai, Théophile et tout le personnel de Radio Lomé, pour venir manger du bio, manger organique dans un endroit formidable. Bien entendu, nous portons à ce moment surtout un plaidoyer pour que l'État togolais reconnaisse ou instaure le 23 novembre, date anniversaire de JVE, mais pas que, comme journée nationale de l'éducation à l'environnement et au développement durable. 23 novembre comme journée nationale de l'éducation à l'environnement, ça va dans le sens des efforts qu'entreprend le gouvernement actuellement, ça va dans le sens de positionner le Togo face aux grands enjeux internationaux, ça va également dans le sens de cette mobilisation citoyenne autour des questions de développement. L'État, lui seul, nous sommes l'État, le gouvernement lui seul ne peut pas régler les questions de développement, il faut engager les citoyens. Donc les efforts que fait le gouvernement actuellement en matière de l'éducation civique, en matière de la formation citoyenne, tous ces efforts peuvent trouver leur voie plus forte dans l'instauration de cette journée. Donc, un plaidoyer qui sera fait, des émissions radio, et ça nous fait d'ailleurs grand plaisir de se retrouver aujourd'hui dans le formidable studio de Radio Lomé. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir si vous avez un message pour la meilleure gestion de l'environnement? Oui, nous, ça nous fait énormément plaisir de travailler pour la gestion de l'environnement. Il faut avouer que les questions de l'environnement ont évolué. Avant, c'était une question beaucoup plus morale. Genre, si nous ne protégeons pas l'environnement, eh bien, bientôt, il va y avoir pollution. Non, c'est terminé ça. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation de crise. Et nous ne savons pas quand l'armageddon climatique, l'armageddon de la biodiversité va s'abattre sur nous. Il faut un travail citoyen. Il faut une mobilisation populaire. Tout le monde à sa part, chaque geste compte. Et c'est en cela que nous lançons encore cet appel à chaque citoyen. Ne restez pas là à dire que c'est la fête du gouvernement. Non. Il faut que chaque citoyen se rapproche des collectivités territoriales, des mairies, pour voir comment on peut aller vers une meilleure gestion de l'environnement. Parce qu'une meilleure gestion de l'environnement, ça veut dire que moins de maladies, ça veut dire beaucoup d'économies. Si on prend le cas du produit phare de JVE, que sont les foyers améliorés, oui, chaque citoyen doit avoir un foyer amélioré. Avec le foyer amélioré, vous réduisez votre temps de cuisine, vous faites du bien à l'environnement et vous évitez toutes les maladies pulmonaires. Donc, il faut que chaque citoyen puisse également se rallier à cette cause, mais également, il faut que dans les plans de développement qu'élaborent actuellement les communes, dans les financements que nous accordent les partenaires, la question environnementale doit être au centre. Il ne sert à rien de construire une école quand 6 mois durant, elle sera inondée.
Il ne sert à rien de mettre en place un hôpital quand on sait que dans la zone, eh bien, il y a des maladies pulmonaires à cause de la mauvaise cuisson qu'on peut régler avec la cuisson propre. Donc, il y a cet effort à faire au national et c'est en cela d'ailleurs que nous félicitons le Programme national de développement qui est revenu sur ces questions de l'inclusion de l'environnement dans les politiques de développement, mais surtout la feuille de route du gouvernement qui a accordé une part belle à la question de l'environnement. Donc quand on dit aujourd'hui environnement, on ne parle pas de arbres, non, non. Nous parlons de bons cadres de vie, nous parlons de bons gestes, nous parlons de comment lutter contre le coronavirus, nous parlons de comment créer l'emploi pour les jeunes, nous parlons de comment s'assurer que nous puissions vivre dans un environnement formidable et sain et avec des perspectives bonnes pour nous et les générations futures. Et nous parlons de questions de justice sociale. Il faut nous assurer que les Togolais de 2100, de 2200, bon, toi et moi ne serons pas là, il faut que ces Togolais qui sont là, dans ce pays, en ces années-là, puissent bénéficier de conditions d'ailleurs meilleures que la nôtre. Mais pour l'instant, nous avons de petites inquiétudes. Cette justice intergénérationnelle, c'est vers ça que nous pouvons appeler Togolais, viens protéger notre environnement. Alors, il ne reste qu'à vous remercier, M. Senalouka. Merci à vous, Théophile Dandakou. La phrase, c'est que chaque geste compte. Théophile, as-tu déjà planté ton arbre? J'en plante souvent. Merci beaucoup. Merci, c'était donc Senalouka, il est directeur exécutif de JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Merci pour son passage sur les antennes de Radio Lobby. C'est la page des sports et du football. À match avancé cet après-midi du championnat national D1, Kakadre de Dufelgou reçoit Akara, Unisport de Sokodé, au stade municipal de Sokodé. Sarasport se mesure à l'AS Bina. Demain dimanche s'ouvre officiellement la nouvelle saison. Les différentes combinaisons à cet effet avec Solim Lemou. La D1 démarre officiellement ce dimanche avec la première journée. Mais dans le groupe B, déjà samedi, on joue 2 matchs avancés. Sous le coup de 15h, au stade de Sokodé, Sara FC joue AS Bina. Akara, le promu Kakadal, se mesure à Unisport. Dimanche donc, le champion en titre Asko de Kara lance la saison en recevant Ifodje au stade municipal de Kara. Puis à Sokodé, Semassi croise les crampons avec ASK, vice-champion de la D1. Tous les matchs se jouent à 15h. Dans la poule A, toutes les rencontres démarrent dimanche à 15h au municipal de Lomé. Entente 2 et Gbolesou s'affrontent. Au stade de Kégué, AS Togoport en découdra avec Dito. À Atakpame, Ange accueille Gomido, puis à Balimé, Kotoko promu se mesure à AS OTR. Toutes ces rencontres se dérouleront sous le regard du public sportif. Pour cette nouvelle saison, une jauge de 50% de la capacité des stades est autorisée. Mais toutefois, l'accès au stade est subordonné à la présentation d'une carte vaccinale, d'un test PCR négatif valable pour 5 jours et puis le respect scrupuleux des règles d'hygiène et mesures barrières en vigueur dans la lutte contre le Covid-19. Le dernier rendez-vous de notre présence, le pass vaccinal du Togo reconnu dans l'espace européen et exigé par le gouvernement dans d'autres secteurs d'activité, notamment les structures bancaires. Togocom et ses agents de points de vente de Timoné divisés sur une promotion de baisse des frais de retrait. Les travaux à l'Assemblée nationale sur l'adoption de la modification de la loi organique de la HAC sont des sujets qui ont plus intéressé la presse cette semaine. Revue de presse, Léontina Togima. Le Parlement adopte la modification de la loi organique de la HAC, titre Togo Matin. Cette relecture de la loi organique concerne d'une part le rôle de l'Observatoire togolais des médias dans le processus de désignation des membres de l'institution, ajoute le libéral. Selon le bi-hebdomadaire, l'organe d'autorégulation jouera principalement un rôle au niveau de la désignation des 4 membres de la HAC représentant les professionnels des médias. Le TM sera chargé de l'enregistrement des candidatures, poursuit-il. Togo Matin revient pour conclure que cette modification de la loi organique vient renforcer la HAC dans son rôle de régulation du nouveau paysage audiovisuel togolais. Sans oublier le compteur à 0 pour les membres actuels, rappelle l'Union pour la patrie. Réduction drastique des tarifs Timoné, annonce le Mania libéré. C'est le cadeau de Togocom pour la fin d'année, trouve Fraternité. La nouvelle tribune relève 3 conséquences de cette promotion.
Il s'agit notamment, selon le journal, d'un conflit d'intérêts et délits d'initiés, de la colère des points de vente timonés et d'une grève générale illimitée des travailleurs à partir du 9 décembre prochain. Covid-19, une campagne accélérée pour renforcer la stratégie vaccinale, remarque la Gazelle. Cette opération, prévue du 22 novembre au 6 décembre, cible les personnes âgées de 18 ans et plus, avec comme objectif à atteindre la vaccination d'au moins 2 millions de personnes, rajoute l'hebdomadaire. Une fois vaccinées, les populations ont leur ticket d'entrée dans tous les secteurs d'activité. À ce sujet, Liberté révèle que l'entrée dans les banques, supermarchés et autres sera aussi conditionnée à la présentation d'un pass vaccinal. Pendant ce temps nouveau s'exclame de la reconnaissance du pass vaccinal du Togo dans l'espace européen. Chronique de la semaine estime que cette reconnaissance est une véritable consécration des efforts du gouvernement. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le rappel des titres qui ont composé ce journal, le deuxième jour aujourd'hui à Kara du séminaire gouvernemental. Les travaux présidés par le chef de l'État Faure Eswazimana Gnassingbé ont porté et portent sur la feuille de route 2020-2025 et les 10 actions prioritaires définies en juillet dernier. Le sida a nettement baissé au Togo. C'est l'une des conclusions hier du Conseil national de lutte contre le sida. Les échanges en cours s'inscrivent dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, une journée à célébrer mercredi prochain. Au Burkina Faso, l'opposition et une partie de la société civile ont maintenu leur appel à marcher aujourd'hui. C'est une initiative pour la paix et contre la politique sécuritaire du gouvernement. Invité de ce samedi pluriel, Sena Alouka, directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. L'entretien a porté sur les conclusions de la COP26, l'état de la gestion de l'environnement au Togo et les 20 ans de lutte contre le réchauffement climatique, lutte menée par JVE. Les échos du palais, les sports et la revue de presse ont complété cette édition. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Tout le système solaire.